Dans les Hauts-de-France, la force et le cœur des femmes qui créent un nouvel essor. Elles bâtissent leurs rêves avec passion, une vague d'idées, une belle moisson. Les femmes s'inventent, les femmes s'inventent. Hello les ailés, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast Les femmes s'inventent et aujourd'hui on est avec Cassandra. Bonjour. Alors pour la petite histoire, Cassandra et moi on se connaît puisqu'on est toutes les deux entrepreneuses dans la région lilloise et on a l'occasion de se voir régulièrement à la Halle de l'Emploi qui est un tiers-lieu France Travail dédié aux entreprises et aux entrepreneurs. C'est comme ça qu'on a fait connaissance. Oui, c'est ça. Et aujourd'hui on va parler un peu de ton activité. Alors parle-moi un petit peu de ce que tu fais. Alors, du coup, moi, je suis brand designer. J'accompagne les entreprises dans leur communication. Du coup, c'est... je vais y arriver. Je vais reprendre depuis le début. Je suis brand designer et j'accompagne les entreprises dans leur communication, du fond à la forme. Donc, en fait, l'idée, c'est de aller sur la stratégie et ensuite de mettre en forme visuellement, donc graphiquement. Donc, j'interviens, du coup, sur... la stratégie de com et ensuite le logo, l'identité visuelle, la charte graphique. Et j'ai une spécialité, je suis motion designer. Donc je fais de l'animation publicitaire en gros pour tout type de sujet. Ça peut être du tuto, ça peut être de la publicité, de la communication interne, externe. Donc ça c'est large. D'accord. Et du coup, comment on peut te retrouver sur les réseaux? Sous quelle entité as-tu décidé de lancer ton activité? Donc j'ai décidé de lancer mon activité sur La Recette Studio. Oui. Vous pouvez aussi me retrouver en me cherchant, Cassandra Jiménez, avec un G et non un J. Bien le préciser. Oui, c'est ça, on fait souvent l'erreur. Et donc La Recette Studio, c'est en fait c'est en phase de transition parce que à la base je suis en micro-entreprise et l'idée du coup c'est d'évoluer en entreprise en SASU. D'accord, et pourquoi avoir choisi La Recette Studio comme nom d'activité? Alors c'est vrai que c'est un nom pas commun. Je me suis penchée en fait sur la question il y a on va dire 2 ans. Mm-hmm. En fait, je voulais une agence qui se démarque. L'idée, c'était de pas avoir une entreprise qui s'appelle agence machin bidule, je sais pas quoi. Ce qu'on peut trouver d'habitude. Ouais. Voilà, c'est ça. Et du coup, je me suis posé la question qu'est-ce qui me représentait moi? J'aime beaucoup l'univers, tu peux le voir de la street, du hip-hop. Alors il faut dire que Cassandra elle a un t-shirt avec un design dessus assez marquant. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Du coup, c'est sur le film Boys in the Hood. D'accord. Donc c'est un film sur les quartiers américains. Ok. Ouais. Et c'est vrai que j'ai toujours été fan je collectionnais les baskets avant. D'accord. Donc j'avais un style plutôt on va dire assez street, assez marqué. Et je me suis dit finalement alors oui ça me représente mais c'était peut-être un peu trop connoté street et l'idée c'était de parler quand même à tous. Mmh. Et du coup le deuxième sujet c'était qu'est-ce qui nous rassemble tous et qui me rassemble auprès de tous. Mmh. Donc en fait ça a été assez une évidence, c'était la cuisine. D'accord. La cuisine c'est un moment qui est quand même assez convivial, qui rassemble et donc du coup pourquoi la recette? L'idée c'était de pouvoir composer un peu comme en cuisine finalement, composer sa communication. Parce que je m'adresse autant aux petites entreprises qu'aux grosses entreprises. Et donc l'idée, c'était de faire des petits menus, on va dire, des recettes assez simples pour des entrepreneurs comme nous, mais aussi, pourquoi pas, des grands repas et des grosses communications pour des grosses entreprises. D'accord, ok. Et comment ça t'est venu de faire ce métier-là? Est-ce que tu as un parcours qui était déjà prévu pour arriver jusque-là? Pas du tout. C'est étonnant. De base, je suis du milieu scientifique, entre guillemets. D'accord. J'ai fait, du coup, un bac S, spé maths.
D'accord. Je voulais être vétérinaire. Ok. Ouais, j'avais des grandes ambitions, je voulais être vétérinaire. Et puis après, finalement, je me suis dit, c'est quand même beaucoup d'études. Ouais. Ensuite, j'ai voulu être kiné. Toujours dans le scientifique. Ouais, toujours dans le scientifique. Et en fait, à côté de ça, je dessinais énormément. J'ai toujours eu des compliments sur tous mes dessins. J'ai toujours appris par moi-même. Je suis autodidacte, hein, tout simplement. Et en fait, j'ai passé un entretien dans une école d'art juste pour voir, comme ça. Pour le fun. Ouais, pour voir déjà ce que les gens allaient en penser. Voilà. Et donc, du coup, j'ai montré mes pauvres photos imprimées et des dessins rassemblés, vraiment un petit dossier brouillon, quoi. Ouais. Et en fait, j'ai été acceptée. Ah, on peut citer l'école ? Du coup, c'était le CV à Lille. D'accord. Du coup, j'ai fait la 2e année quand ils ont ouvert. D'accord. Ouais. Et donc, tu as continué, tu as persévéré dans ça parce que tu t'es rendu compte que finalement, ça pouvait toucher un public et ça pouvait plaire, en fait, ce que tu faisais. En fait, la petite histoire, c'est que j'ai passé du coup mon bac et en fait, j'en avais marre. Ouais. J'en avais marre d'apprendre du par cœur. Ouais. Et comme j'étais acceptée, j'ai même pas regardé sur Parcoursup les résultats. Et je suis partie ailleurs, en fait. Voilà. T'as décidé de sortir du système, on va dire. Ouais, voilà, c'est ça. Et finalement, à l'ECV, tu t'es éclatée. T'as fait combien d'années d'études à l'ECV ? Alors, l'ECV, j'ai juste fait la prépa là-bas. Donc, c'était beaucoup de dessins, beaucoup... apprendre à cadrer un dessin, les bases en fait, faire du modèle vivant, vraiment milieu d'artiste quoi. D'accord. Tout était nouveau pour moi. Ouais. Clairement, je connaissais rien, je savais pas ce qu'était une feuille raisin, voilà, une gomme mie-de-pain. Pour moi, c'était du charabia. Et puis j'ai pas touché un ordinateur sur la première année, même si j'ai un peu commencé à me dépatouiller dessus. Mais moi, ce qui m'a plu, en fait, c'était penser à des concepts. Et du coup, je me suis orientée vers une école qui était un peu plus communication, donc qui s'appelle ESUBCOM. Oui. Et, toujours à Lille. Toujours à Lille, exactement. Ouais. Et du coup, j'ai fait le BTS en design média imprimé. D'accord. Enfin, graphisme média imprimé, excuse-moi. Et en fait, comme ils étaient vachement stratégistes, du coup, ça m'a apporté un peu cette casquette-là. D'accord. Ouais. Donc, tu as finalement bifurqué du parcours scientifique vers le parcours artistique, mais en mettant l'art au service de la communication visuelle derrière. C'était ça. Ouais. Et au niveau du motion design, est-ce que pareil, ça faisait partie du parcours des modules que tu avais ou pas du tout ? En fait, donc à la fin de ce BTS, on avait un stage qui était obligatoire. Ouais. Et du coup, je l'ai réalisé en Belgique, à Factory Studio, qui est un studio de photo. D'accord. Un très gros studio de photo qui travaillait notamment avec La Redoute, si je dis pas de bêtises. En grande enseigne des Hauts-de-France spécialisée dans la vente de prêt-à-porter par correspondance, pour ceux qui ne connaissent pas. Exactement. Et en fait, j'ai découvert le motion design là-bas en tant que stagiaire. Donc, on m'a demandé d'animer un logo. Alors, la première fois que j'ai ouvert le logiciel After Effects, donc le logiciel d'animation, je me suis dit, c'est quoi ce truc ? Normal. Mais c'était plutôt sympa. C'était rigolo de voir les choses bouger. Enfin voilà, je le prenais juste pour m'amuser, entre guillemets. Ouais. Et j'ai quand même réussi à animer mon premier logo, qui était un cœur qui explosait. D'accord. Il faut un début à tout. Voilà, c'est ça. Et quand aujourd'hui on voit où tu en es, il y a quand même eu du chemin. C'est ça. Par rapport à tout ce côté créatif finalement qui est un peu antinomique avec le scientifique, pour certains, en tout cas dans l'esprit, qu'est-ce qui te fait vibrer le plus en fait, dans le fait de créer quelque chose, une identité pour quelqu'un ou pour une marque ? Je pense que c'est surtout le côté faut se creuser un peu les méninges. Réfléchir. En fait, pour moi, chaque sujet est quand même hyper passionnant. Et je pourrais même vendre du papier toilette pour dire... Ok. Comme dirait mon grand-père, on peut vendre tout à un chien avec un chapeau.
Exactement. Un bon commercial, normalement, est censé être capable de vendre n'importe quoi, mais en effet, oui. Alors, je suis pas commerciale, je suis communicante, mais voilà, l'idée, c'est d'essayer de rendre le sujet sexy. Et c'est ça, en fait, qui me plaît. C'est tout ce côté réflexion. On cherche un peu comment on va mettre en forme. Enfin, voilà, tester. Quand on peut tester avec de la matière, c'est encore mieux. Par exemple, des prints, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. En arrachant des lettres, en les mettant à droite à gauche, enfin voilà. Alors moi j'étais très côté plasticienne, maintenant je le suis moins, je suis vachement sur l'ordinateur, mais je garde toujours un peu cet esprit-là, et c'est vrai que c'est ça qui me botte le plus. Et s'il y avait un projet, sans spoiler la suite de ce qu'on va se dire, qui t'a le plus botté jusqu'à aujourd'hui? Je pense que tu dois savoir lequel. Je pense qu'on va spoiler un petit peu, on va en parler maintenant, mais... Alors, ce qu'il faut savoir, déjà je vais introduire un peu le truc. Ce qu'il faut savoir, c'est que entre mes études, donc entre le BTS et du coup mon année de motion design, je suis devenue maman. Oui. Gros changement dans ma vie. Voilà, ça a été un 360 pour moi, clairement. Ce qui m'a aussi permis, parce que du coup j'ai pris une année, on va dire, sabbatique, ce qui m'a permis de comprendre que je ne voulais pas être maman au foyer, même si j'aime mon fils plus que tout, attention. Ouais, bien sûr. Voilà, l'univers de l'enfant est quelque chose qui me plaît énormément, parce qu'on est assez libre, tant dans les formes que dans les couleurs, et dans l'imagination. Et aussi, je suis une ancienne grosse sportive aussi. D'accord. J'ai fait énormément de danse, jusqu'à en faire presque tous les soirs. Ouais. Oui, j'ai fait pas mal de salles. Enfin voilà, j'ai fait énormément de sport étant plus jeune. Étant maman, j'en fais un peu moins, un peu beaucoup moins. D'autres obligations. Oui, voilà. Et en fait, quand le projet s'est présenté à moi, l'idée de créer un jeu sportif pour enfants, clairement, je me suis dit, bah oui, c'est pour moi. Les planètes étaient alignées. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Et alors, on va les citer, puisque c'est Tribu Minute Move. Exactement. Pour lequel tu as fait l'ensemble du design des jeux. Oui. Grâce auquel, et je me permets de le dire, tu es passé dans les maternelles, enfin en tout cas le jeu est passé dans les maternelles. C'est ça. Ce qui a été une grosse surprise, c'était pas prévu. Et la semaine dernière, c'est passé à Télématin. Et la semaine dernière, donc là on est mi-juillet, et il y a une petite semaine, c'est passé en effet à Télématin. Ouais. Donc ça commence à faire son chemin. C'est ça. Donc j'imagine que ça doit être hyper gratifiant de voir son travail. Oui, bah voilà, j'imagine d'avoir les poils qui se hérissent. Ça me montre son bras avec les poils qui se hérissent dessus, c'est logique. Et je me souviens de t'avoir parlé juste le lendemain où tu as appris que ça allait passer dans les maternelles. D'avoir les yeux qui pétillent, c'est normal. Donc bravo déjà. Merci. Pour ça. Et puis bah oui, en effet, j'entends que du coup ça coche beaucoup de cases pour toi par rapport à ton parcours, par rapport à qui tu es devenu aussi aujourd'hui. Est-ce qu'il y a justement dans ce qui t'entoure des personnes, des podcasts, des artistes qui t'inspirent en particulier et pourquoi ? Des personnes, alors là c'est pareil, ça va être très perso. La première personne qui m'inspire, c'est mon grand-père. Ouais. Parce qu'en fait, il a toujours été derrière moi, il m'a toujours soutenue dans tout ce que je faisais, il a toujours été impressionné par ce que je faisais, j'ai pas compris, mais voilà. Et c'est quelqu'un de très travailleur qui m'a donné qui m'a carrément donné en fait cette envie de travailler et de se lever le matin et d'avoir une raison de se lever. Ouais. Donc voilà, en surface, en podcast, ce qui a un peu changé ma vie, c'est Génération Do It Yourself. Pourquoi ? Alors du coup, c'est Génération Do It Yourself, c'est présent. Excuse-moi, je bafouille. C'est présenté par Mathieu Stéphanie. Et en fait, j'écoutais ça il y a à peu près 3 ans, quand je me questionnais sur un peu le sens de ma vie. Je travaillais en agence et je commençais un peu à arriver à mes limites, à m'ennuyer. Et en fait, c'est ça qui m'a, on va dire, amené à avoir une vision autre de l'entreprise.
à déterminer un but, se projeter, avoir l'envie encore une fois, l'envie de se lever le matin et de savoir pourquoi on est là, hein. Et d'apprendre en se plantant et toujours se relever. Enfin voilà, je suis quelqu'un d'assez déterminé à ce niveau-là. Et c'est vrai que le podcast m'a vachement, on va dire, incité à aller de mes propres... À franchir le cap, justement, de la création d'entreprise. Oui, voilà, c'est ça. Et de se relever les manches et de se dire, allez, on y va. C'est vrai que dans les précédents épisodes, aussi bien le mien que celui d'Émilie, c'est ce qu'on dit aussi, c'est que la résilience fait partie de l'entrepreneuriat. Si à la moindre chute, on décide de tout envoyer valser, c'est pas la peine. C'est réfléchir, comment contourner un éventuel problème, trouver une solution. Et c'est bien d'avoir aussi des gens qui créent des podcasts à ce sujet. J'ai pas encore eu l'occasion d'écouter Génération Do It Yourself, je l'ai mis dans ma to-do. mais pour le peu que j'en ai vu, en effet, ça a l'air d'être hyper inspirant, avec des profils aussi tout aussi atypiques. Et de montrer qu'en effet, de donner envie et de se dire pourquoi pas moi en fait, pourquoi je franchirais pas le cap, pourquoi mon voisin il l'a fait et moi je le ferai pas. C'est ça en fait, on écoute finalement des dirigeants qui sont comme nous, qui ont commencé comme nous, avec les mêmes problématiques que nous, des personnes qui n'ont pas forcément démarré dans la vie facilement et je pense que voilà, démarrer dans la vie pas facilement, c'est pas une fatalité. Justement, c'est un tremplin aussi pour s'élever. Tout à fait. Si on a un parcours qui est tout tracé sans embûches, c'est beaucoup moins drôle. Voilà. On apprend moins vite. En tout cas, c'est les retours d'expérience que j'ai autour de moi. Et est-ce qu'il y a un autre artiste éventuellement qui a pu t'inspirer ? Alors un peu un artiste, je dirais, désolé du terme, what the fuck. Ouais. C'est Mr. Brainwash. Qui fait partie... En fait, quand j'étais jeune, j'ai vu un reportage de Banksy. Ouais. Donc Banksy, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un artiste qui fait des collages ou des graphes dans les rues. Des graphes, ouais, voilà, c'est ça. On a la petite fille au ballon, surtout. Voilà. C'est ce qu'on retrouve beaucoup. Mais voilà, c'est un peu un artiste hors les murs qui ose. Et c'est vrai qu'il inspire beaucoup de gens, ouais. C'est ça, c'est exactement ça. Et du coup, ce reportage, je l'ai vu sur Arte. Et en fait, c'est un reportage qui prend le contre-pied. En fait, c'est comment dire, la personne qui commence le reportage qui, en fait, on finit sur lui. D'accord. C'est un reportage qui est censé être sur Banksy. Ouais. Et en fait, finalement, Banksy prend la caméra et retourne la caméra sur Mr. Brainwash. Mr. Brainwash, désolée pour mon accent. Pas de souci. Du coup, c'est un artiste qui s'est mis à copier tout le monde. Clairement, d'accord. Sans complexe, sans impunité. Et qui fonctionne en plus. Vous pouvez aller voir sur Insta, je crois il suit personne. Il a je sais pas combien de followers, mais il suit personne. C'est D'accord. vraiment quelqu'un qui s'en fout de tout. Et en fait, ça m'a tellement impressionnée, cette personnalité où en fait il vit sa vie et il s'en fout de tout. Hyper culotté en fait. Mais oui, voilà, c'est ça. Et en fait, ça m'a estomaquée. Et je me suis dit, mais waouh, des fois j'aimerais bien être comme lui quand même. Et qu'est-ce qui t'en empêche aujourd'hui d'être comme lui ? Je pense que c'est ma personnalité. Peut-être que dans quelques années on en reparlera et qu'il sera franchi des étapes. Mais en tout cas, oui, c'est un bon exemple. Et donc un reportage sur Arte de Monsieur Brainwash sur normalement Banksy, mais au final ça se retrouve sur lui directement. Ouais. Justement, tu disais hors des murs, mais je crois qu'il s'appelle comme ça le reportage. J'hésiterai pas à le mettre en description. Banksy fait les murs. Banksy fait le mur. Voilà. J'hésiterai pas à le mettre en lien dans la description du podcast en tout cas. On va justement aller voir dans ton enfance. Si aujourd'hui tu avais la petite Cassandra en face de toi, qu'est-ce que tu lui dirais ? Beaucoup de choses, je pense. J'ai eu une enfance un peu, sans vouloir m'apitoyer, j'ai eu une enfance un peu, on va dire, compliquée. J'ai peut-être mis la charrue avant les bœufs sur beaucoup de choses, notamment j'ai eu mon fils à 23 ans. Alors, c'est pas une erreur en soi, mais je pense qu'avec du recul, j'aurais attendu. Dans le sens où j'ai pas
du coup, on fait moins de choses quand on est parent. Hein. On voyage moins, on se permet moins de choses. Par exemple, j'ai eu des opportunités de travail sur Paris que j'ai pas acceptées parce que t'avais une fille de famille oui, voilà, c'est ça. En priorité. Ouais. Oui, voilà, c'est ça. Donc forcément, au plus on construit sa famille, au plus on s'implante à un endroit, ce qui est plutôt normal et logique. Voilà, mon fils est grand maintenant, donc je commence à retrouver un peu cette liberté à ce niveau-là. Mais c'est vrai que je pense que je dirais attends un peu quand même, tu vois. Pour les enfants. Ouais, voilà. Ok. Et qu'est-ce que tu as comme autre conseil éventuellement à donner? Tu m'as parlé de confiance en soi. Oui, c'est ça. C'est ça. J'ai un gros problème de confiance en moi. Je pense que la plupart des femmes l'ont. De toute façon, c'est ce fameux syndrome de l'imposteur. Voilà, je fais les choses jamais assez bien à mon goût. Même si quand je présente mon travail, tout le monde me dit mais si, c'est très bien et tout. Mais j'ai toujours cette petite voix en moi qui me dit non, c'est peut-être pas assez. Enfin voilà. Alors, je vais essayer de résumer le syndrome de l'imposteur. C'est ne pas se sentir légitime de faire ce qu'on fait, alors qu'en réalité, on a toutes les compétences pour l'avoir. Ouais, voilà. C'est un phénomène qui est principalement chez les femmes, mais on retrouve dans toute la population aujourd'hui. Et puis, c'est un peu le côté aussi des artistes qui sont perfectionnistes, qu'on retrouve beaucoup. Toujours vouloir être meilleur et meilleur que son voisin, souvent, alors qu'en fait, il n'y a pas besoin de comparaison. Il faut juste être aligné avec ce qu'on fait. Et donc voilà, il ne faut pas avoir peur de faire quelque chose qui sort aussi du cadre. Et en tout cas, c'est ce que j'explique moi dans mon épisode, ce que vous pourrez entendre dans celui d'Émilie, et puis du coup j'entends dans ton discours aussi que c'est un phénomène encore très présent chez les femmes entrepreneuses et les femmes artistes en priorité. Donc voilà, il faut arriver à dépasser ça, mais ça demande peut-être d'être accompagnée ou ce genre de choses. Est-ce que ça c'est quelque chose que toi t'as envisagé ou que t'as vécu dans ta vie pour être quand même un peu plus sûre de toi aujourd'hui? Oui, être accompagnée, oui. Ben après, j'essaye d'être bien entourée aussi à ce niveau-là. Mais c'est vrai que, en fait, pour en revenir à ce que tu as dit, même si on essaye de sortir du cadre, enfin surtout ayant travaillé en agence, c'est pas évident parce qu'on est souvent freiné par les hommes. Par les hommes en général. T'as une expérience en particulier que t'as vécue? J'ai pas forcément envie de... D'accord, voilà. on va en parler. Mais je sais que sortir du cadre, des fois, on est pas mal stoppé par les, entre guillemets, conventions. Et c'est un peu dur parce que on essaye de s'exprimer en tant qu'artiste, hein, on essaye de montrer le meilleur de soi. Et alors, je suis désolée, je sais pas trouver exactement les mots corrects à ce niveau-là, mais en fait, face à la réalité, on est souvent stoppé en fait. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait d'être à ton compte, c'est pas aussi prendre cette liberté de dire maintenant je fais ce que j'ai envie de faire et je sors du cadre et des conventions, comme tu dis? Ouais, si, carrément. Clairement, je pense que c'est aussi reprendre le contrôle sur soi. Hein. Et enfin, essayer de faire des choses qui ont du sens pour toi. Ouais, voilà. Et le dernier conseil, tu me disais, n'aie pas peur et fonce. Ouais, en fait, c'est lié. C'est totalement lié. Parce que du coup... j'ai toujours cette petite voix dans la tête qui me dit oui, mais si tu fais ça, ça n'ira pas. En fait, je me projette toujours sur des schémas catastrophes, alors qu'il n'y a pas forcément à avoir le schéma catastrophe. C'est de l'autoprotection finalement. Bien sûr. Hein, mais c'est vrai que du coup, des fois, je ne devrais pas écouter cette petite voix parce que justement, en essayant d'aller plus loin, et c'est ce que j'ai commencé à vivre là ces dernières années, je me rends compte que les opportunités s'ouvrent de plus en plus. Par exemple, là récemment, pas plus tard qu'hier, j'ai fait je souhaitais pas mettre mon entreprise sur Facebook. Je sais pas pourquoi, enfin voilà. Et récemment, je me suis liée à des commerçants locaux. On a fait un jeu sur Facebook et je me suis dit, ce sera l'occasion de l'ouvrir et de voir, on ne sait jamais
finalement, j'ai laissé mes a priori derrière et je me suis dit, on va essayer. Donc j'ai fait ce jeu Facebook, le tirage au sort s'est fait hier et en fait des opportunités sont possiblement en train de s'ouvrir grâce à ce tirage au sort, en fait, en rencontrant des personnes qui sont aussi professionnelles et qui permettent d'ouvrir d'autres portes finalement et de se créer un réseau. Alors c'est vrai que du coup, avoir peur, c'est sain. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois. Il faut arriver à en tirer parti et en faire une force. C'est-à-dire, avoir un plan catastrophe dans la tête, c'est bien. Parce que ça veut dire qu'on part à tous les coups, et en tout cas, on essaye de parer à tous les coups. Et puis, si ça se passe, on est préparé. Si on n'est pas préparé, là, c'est le risque, en effet, que ça tangue. Mais il ne faut pas non plus qu'en effet, ça devienne un frein complet à une évolution, à une opportunité qui pourrait être intéressante. Et puis, des fois, sortir de sa zone de confort et se dire « Ah j'envisageais pas d'aller là, mais en fait, ce chemin-là, il est en train de s'ouvrir. Peut-être qu'il faut que je saisisse cette opportunité-là et que j'aille un petit peu voir, explorer. » Peut-être que, comme là, le jeu concours, ça t'ouvre des portes que tu n'imaginais pas, en fait. Ouais, c'est exactement ça. Et tout comme j'avais peur d'aller vers les gens, ne serait-ce que pour le café réseautage au début, et ça m'a fait la main, clairement, d'aller au contact, discuter, d'échanger. Et on est tous pareils. On a tous cette peur, on a tous des doutes. Et finalement, ça fait du bien d'entendre aussi ça. Alors, pour expliquer, le café réseautage, c'est tous les jeudis matins de 9h30 à 11h, donc à la Halle de l'Emploi, en plein cœur de ville de Lille. Le mode de fonctionnement, il est assez simple. C'est qu'on est par groupe de 3, voire 4 personnes. On tourne pendant un quart d'heure sur chaque groupe. Et le but, c'est d'apprendre à se connaître ou de partager son point d'avancement ou des points de douleur et de voir si, en face de nous, on a des éventuels partenaires de travail qui peuvent se faire, des partenariats ou des gens qui ont vécu la même situation que nous et qui ont peut-être eu des éléments de réponse. Alors leur solution n'est pas forcément la nôtre, mais c'est quand même un exercice de style d'oser parler des difficultés qu'on peut avoir, quelle que soit notre activité. On a aussi bien des gens qui travaillent dans le BTP que dans la communication, que des gens qui font du bien-être. On a tout type de profil qui passe ici à la Halle. Et l'avantage, c'est d'avoir de la visibilité sur un réseau, un écosystème qu'on n'aurait pas eu l'opportunité d'avoir, d'échanger sur nos difficultés, mais aussi d'échanger sur nos réussites et dire voilà, moi j'ai fait ça, c'était mal parti, puis j'ai redressé la barre et puis j'ai réussi à aller jusqu'au bout. Ou comme là, tu me partages de dire il y a une porte qui s'est entrouverte, j'ai décidé de franchir le cap. Et puis ça me donne l'opportunité de voir d'autres choses, quoi. C'est ça. Donc voilà, pour les entrepreneurs qui nous écoutent ou ceux qui hésitent à se lancer, en tout cas, je vous tends la main en vous proposant éventuellement de venir rejoindre un de ces 4 le café réseautage le jeudi matin. On va parler maintenant de tes actualités. Alors dis-nous quels sont les projets que tu as dans l'immédiat qui sont en cours. On a parlé déjà de Tribu Minute Move qui suit son cours. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Actuellement, du coup, je travaille donc pour une entreprise qui est en train de mettre en place un label français du coup pour de l'industrie, on va dire agroalimentaire. Ouais. Enfin, pour de l'élevage en fait, tout simplement. Ouais. On peut citer le nom ? Non, pour des questions de confidentialité, on préfère pas. Je préfère pas citer le nom, mais voilà, l'idée c'est de créer un label qui engage la qualité française sur de l'industrie. D'accord. Voilà. C'est intéressant. Oui, c'est intéressant. C'est pareil, encore une fois, un nouveau challenge parce que de la communication sur de l'industrie et de la communication au Vietnam. D'accord, à l'international, du coup. Oui. Voilà, c'est ça. En Asie, clairement, c'est pas du tout les mêmes codes qu'en France. Donc, on apprend des nouvelles choses, c'est bien. Et puis, du coup, pour changer de sujet, je travaille, du coup, sur un nouveau concept avec, du coup, Denis Tellier, qui donc a le réseau Banquise. Et du coup, vous aurez la surprise, je pense, d'ici septembre sur YouTube pour le direct. D'accord. Donc du coup, c'est Radio Banquise, qui est gérée par Denis Tellier, c'est ça ? C'est ça. Et qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux aussi, sur LinkedIn, Facebook et Instagram, dans mes souvenirs. Est-ce qu'il y a des projets que tu aimerais réaliser dans un avenir proche ? Pas qui sont en cours, mais
que tu as dans la tête et que tu te dis j'aimerais quand même bien les mettre en place assez rapidement. On parlait de communication, entre autres, tout à l'heure, par rapport à ton site internet, puisque tu es déjà sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn aussi. C'est ça. Est-ce que, donc là, il y a l'opportunité peut-être d'ouvrir un site internet qui serait un site vitrine, du coup ? Alors, j'ai déjà un portfolio qui est au nom de larecettestudio.com. Ouais. Et je suis en cours de développement, du coup, pour un site qui probablement sera sorti pour la rentrée aussi. D'accord. Donc là, c'est en cours en co-création, parce qu'il faut quand même que je mette un peu ma petite patte. Je me sens un peu obligée de le faire. Voilà. Et en projet, en fait, j'aime beaucoup l'univers du sport, parce que je trouve l'univers du sport et l'univers de l'enfance également, parce que je trouve qu'il y a une liberté de création un peu plus large et un peu plus expressive, que j'apprécie énormément en fait. J'ai commencé, pour la petite histoire, j'ai commencé avec la Ligue des Hauts-de-France de football américain, en réalisant des illustrations encore pour enfants, dans un catalogue. En fait, le guide, c'était un guide du coup qui permettait aux enfants d'expliquer ce qu'était le flag football. Le flag football, en gros, c'est comme du football américain mais sans contact. Donc à la place de plaquer les personnes, on tire un flag, un drapeau qui est accroché à la ceinture. D'accord. Voilà. Ok. Donc ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir comme sport en ce moment. Oui. Et qui va être du coup au JO. Au prochain JO. Oui. D'accord. Donc surveillez bien les actualités. On ne sait jamais qu'il y ait des illustrations de Cassandra qui passent par là. Et là, on va rêver un petit peu plus. Si jamais tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu rêverais de faire ? Quel serait ton rêve le plus fou ? Ce que moi j'appelle un Everest. Voyager constamment. D'accord, avec des destinations en particulier dans l'esprit ou... Non, pas forcément, parce que en fait, j'ai déjà pas mal voyagé étant plus jeune. Ouais. Et en fait, on est parfois surpris de la richesse des cultures. Des cultures et des pays. Et c'est ce que j'essaye d'inculquer aussi à mes enfants. J'ai été, par exemple, le pays qui m'a le plus surprise, c'est la Pologne, par exemple. Ils ont une richesse, même au niveau de culinaire, tout. On ne s'attend pas à ce que ce soit aussi merveilleux, vraiment. Alors, pour moi qui ai des origines polonaises, du coup, forcément, ça fait écho. C'est vrai que c'est un pays qui a été fortement marqué par la guerre, ça on le sait, mais qui a gardé aussi une identité assez forte. Et qui a quand même de forts liens avec la France depuis des décennies et même des siècles, et qui a en effet un patrimoine culinaire que je vous invite à découvrir pour ceux qui ne connaissent pas. Il y a d'ailleurs des associations sur l'île que je mettrai également en commentaire qui font cette promotion-là. Et au niveau du patrimoine, moi qui valorise énormément ça, il y a des super bâtiments. C'est vrai que on parle beaucoup des camps de concentration, de ce qu'il en reste en tout cas à Auschwitz, mais il y a aussi des architectures magnifiques à Cracovie, et puis même à l'intérieur des terres, des populations avec des histoires intéressantes à entendre. Et ça fera peut-être l'objet d'un podcast d'ailleurs, à part, j'en dis pas plus. Mais oui, je confirme. Voilà. Donc voilà, en tout cas, en effet, la Pologne. Est-ce qu'il y a une destination là que... Si tu avais les moyens financiers d'y aller là, maintenant, tout de suite? Alors, mon fils me rabâche d'aller en Asie. Un pays en particulier en Asie, du coup? Il aimerait bien aller au Japon et aussi en Corée, du coup. Ouais. Forcément. Pour une raison particulière? Je pense que c'est plus un effet de mode qu'autre chose, mais c'est vrai que j'ai encore jamais visité, on va dire, cette partie-là du globe. Et c'est vrai que l'Asie, c'est quelque chose qui me plaît plutôt bien. Autant culturellement. Puis, encore une fois, on s'en fait plein d'idées. On s'imagine des rizières à perte de vue, ce genre de choses, alors que pas du tout. Oui. Voilà. Il y a aussi bien les grandes mégalopoles avec des buildings comme aux États-Unis que la campagne profonde. Exactement. Et en fait,
j'aime bien me laisser guider dans mes voyages, me laisser porter et être surprise de ce que je découvre. Donc pas forcément suivre un guide pendant une semaine avec un chemin tout tracé, c'est aller dans les sentiers battus et voir un peu ce qui se passe. Oui. Donc, petite anecdote totalement personnelle, j'ai également des origines plutôt côté Vietnam, moi, pour le coup. Et je me souviens très bien d'une de mes tantes qui m'avait dit d'être partie en séjour dit Club Med, donc avec un guide, avec des choses toutes tracées, des visites de temples et compagnie. Et qui, à un moment donné, au bout de 2-3 jours, même pas, on a eu marre. Elle a dit, écoutez, moi, c'est des bidonvilles qui sont à côté que j'ai envie d'aller voir. Et c'est là où elle a vécu les meilleures expériences humaines sur place. Donc comme quoi, il ne faut pas hésiter à sortir aussi de sa zone de confort quand on part en vacances et d'aller se confronter à des cultures différentes. Moi, je sais que c'est ce qui nourrit beaucoup mon activité au quotidien et c'est riche de rencontres humaines, même à Lille, de rencontrer des étrangers qui viennent visiter la ville, de leur expliquer ce qu'il y a à voir et tout ça. C'est important de faire sa propre promotion, mais aussi d'avoir la curiosité de se mettre avec un regard de visiteur quand on va quelque part. Ouais, il ne faut pas avoir peur de discuter en fait avec les gens. Ouais. Avec les gens, tout simplement. Parce que finalement, les meilleures expériences, c'est les gens qui nous conseillent. Tout à fait. Ouais. On arrive bientôt à la fin de cet épisode. Toi qui écoutes beaucoup de podcasts, je le sais, tu m'en as recommandé quelques-uns, donc un de plus avec Génération Do It Yourself. Est-ce qu'il y a une créatrice que tu aimerais découvrir ou faire découvrir ? Du coup, est-ce que je peux en citer plusieurs ? Bien sûr. Bien sûr, vas-y. Donc la toute première, du coup, ce serait Naja Seka, qui n'est pas du Nord, attention, qui a créé, du coup, et fondé Tribu Minute Move. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le concept vient d'elle, l'idée de vouloir aider ses enfants à faire du sport tout en s'amusant. Je trouve que c'est un super concept à mettre en avant et qui est pour moi un projet à mission. D'accord. Puisque on le sait, les enfants sont souvent sur les écrans. Ouais. Et l'idée, c'est c'est un peu trop. Et alors attention, encore une fois, je ne pointe pas les parents qui laissent leurs enfants regarder un film ou voilà. Mais voilà, l'idée, c'est aussi de leur remettre du mouvement dans le quotidien. Et c'est vrai que pour moi, c'est quelque chose qui est important. Une autre, du coup, personne qui n'est pas vraiment une créatrice, mais qui est plutôt dans l'esthétique, on va dire, qui, du coup, est dermographe, je vais y arriver, qui est dermographe, Stella Bien-être. Ouais. Je suis désolée, je bafouille. Donc, Stella Bien-être, qui... du coup, reconstruit les alvéoles mammaires pour les personnes qui ont eu un cancer du sein et pas que, aussi. Elle permet aussi de cacher les cicatrices. Donc, il est formé à pouvoir faire du tatouage semi-permanent sur des zones qui ont été lésées, entre guillemets, que ça soit par rapport au cancer du sein ou une autre opération. Donc ça, c'est aussi, pour ceux qui suivent mes actualités, un engagement fort par rapport à Octobre Rose, la lutte contre le cancer du sein. Et j'invite évidemment toutes les femmes à se faire dépister le plus rapidement possible, le plus tôt possible dans leur vie, pour éviter de se retrouver avec des complications derrière. Eh bien écoute, merci Cassandra pour ce moment passé ensemble, merci pour tout ce que tu as livré à ce micro. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode des Femmes Savantes. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de podcast Les Femmes Savantes. Le podcast est disponible sur toutes vos plateformes préférées, Spotify, Deezer, Apple Podcasts et YouTube. N'hésitez pas à y écouter nos précédents épisodes pour découvrir le parcours d'autres créatrices inspirantes des Hauts-de-France. Enfin, si vous souhaitez vous aussi participer à l'aventure ou simplement suivre toutes nos actualités, rejoignez-nous sur Instagram et sur Facebook. Prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle histoire.